Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. Une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h. Aujourd'hui, j'accueille dans les studios de Radio Méga plusieurs dames qui viennent de différents coins de la France et puis même d'ailleurs. J'accueille Madame Sylvie Andreu. Bonjour Sylvie. Bonjour. Qui donc vient de Paris, qui a présenté sa conférence hier soir sur Valence à propos de la voie du sentir et peut-être d'autres choses. On en parlera bien sûr, Sylvie, oui, bien sûr. Sur les ondes de Radio Méga. Et puis il y a aussi Madame Mireille Burneau qui vient de Genève. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Et puis Madame Catherine Boisdin qui vient de Lyon. Bonjour Catherine. Bonjour. Également, alors de Montpellier, vous voyez que c'est un petit peu de tous les coins de la France et puis de Suisse aussi. Madame Nadine Combe. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors vous êtes toutes les quatre thérapeutes et vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette thérapie sensitive puisque vous faites partie du collège de la thérapie sensitive de Paris qui a été fondée par Madame Sylvie Andreu, présente ici. Alors, depuis combien de temps, Sylvie ? Alors, le Collège international de la thérapie sensitive de Paris a été créé par des thérapeutes, des psychanalystes, des psychologues, des psychothérapeutes dans les années 2009 autour de Louis Sanza. C'est-à-dire, il a rassemblé autour de lui, il nous a invités, il nous a reçus, d'abord avec beaucoup de patience, beaucoup d'intérêt, il nous a reçus. Un intérêt mesuré pour notre pensée, mais un intérêt pour le fait que les thérapeutes, les psychothérapeutes qui sont à charge de recevoir les personnes en souffrance dans le monde, qui sont dans leur cabinet, écoutent les peines, il nous fallait une aide et il nous a reçus pour donner une aide, donner une façon d'approcher le mal-d'être en Europe, en Occident et dans le monde d'une façon différente. Alors le collège est né en 2009 et aujourd'hui, il continue de recevoir des thérapeutes qui ont la nécessité de s'intéresser à la vie humaine d'une autre façon. Oui. Et il y a combien de thérapeutes qui font partie de ce collège ? Alors, en activité, c'est-à-dire des personnes qui exercent la thérapie sensitive. Oui. Aujourd'hui, il y a une dizaine de thérapeutes en France, en Belgique et en Suisse. Et dans le groupe de formation, il y a toujours une vingtaine de personnes qui travaillent. Très bien. Alors je rappelle que la semaine dernière, nous avons fait une émission avec l'association De l'or dans l'ordinaire, oui. Très joli nom d'association, et que donc nous avons eu le plaisir d'avoir Sylvie Andreu au téléphone, et cette fois-ci, c'est en chair et en os, et c'est tant mieux. Que vous êtes présente dans les studios de Radio Méga après avoir donc donné une conférence hier soir à Valence même. Alors, comment s'est passée cette conférence, Sylvie ? Très bien. Elle s'est bien passée parce que... Pardon. Louis Sanza est venu il y a une vingtaine d'années donner des conférences et il a semé en Europe la voie du sentir. Et c'est ainsi que j'ai été, intéressée, attirée en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que thérapeute, désespérée de ne pas pouvoir donner une réponse au monde qui était satisfaisante. Et quand je me suis présentée à lui, à Valence, il y a une vingtaine d'années, il m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites comme métier ?» J'ai dit « Je suis psychothérapeute. » Et il m'a demandé « Est-ce que vous avez un contact avec le corps ? Est-ce que vous œuvrez à partir du corps ?» Et j'ai dit « Non, pas vraiment. » Alors, il m'a répondu très clair, comme toujours « Alors, vous ne faites rien. » Comme quoi, vous voyez, des fois on peut être très déçu, mais ça met sur le chemin de quelque chose d'autre. Et voilà, et la déception étant tellement vive, tellement forte, que je lui ai demandé l'aide, comme beaucoup de mes amis, on a demandé l'aide, et il nous a reçus avec un intérêt mesuré, très attentif à nos préoccupations,
très attentif au fait que, puisque les thérapeutes sont des êtres tout à fait ordinaires, il faut leur donner les moyens d'œuvrer dans le monde ordinaire avec des choses extraordinaires. Oui. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce que nous avons reçu. D'accord. Et vous, donc, mesdames qui êtes là aussi, est-ce que le fait de rejoindre ce collège, ça s'est passé comment pour vous ? Par exemple, Nadine. Écoutez, ça s'est passé très simplement. D'abord, je dirais un désir très fort, un désir de rejoindre des personnes qui travaillent dans un même but, celui d'animer une autre thérapie, d'amener autre chose au monde, et de le faire ensemble. Oui, alors, mais c'est parce que ce désir très fort, il est venu du fait que vous vous sentiez un petit peu perdu, ou non, c'était à la base quelque chose que vous sentiez absolument fondamental ? Pour moi, il fallait amener, j'attendais peut-être, de donner une autre version, de recevoir moi-même une autre version en tant que thérapeute. Oui, d'accord. Et Mireille ? Pour moi, ça a été une grande aventure qui a bouleversé. Professionnellement, ça a bouleversé beaucoup parce que j'ai rencontré dans ce travail quelque chose qui est hors de tout système. Et c'était complètement insécurisant. Et en même temps, ça a été, je le dis encore, une aventure qui est en marche encore aujourd'hui, de réaliser que un être humain, je ne l'avais jamais rencontré comme je l'ai rencontré dans ce travail. C'est-à-dire que j'avais calé des choses sur les êtres humains. Et ça, c'est ce que j'ai constaté. Donc, oui, l'entrée, la vivance avec ce collège me permet de rencontrer les êtres humains d'une autre façon. Oui, alors, vous parlez de vivance, c'est vrai que le mot vivant revient beaucoup dans les écrits de Sylvie Andreu, hein, notamment dans le dernier petit livre, la joie vivant, c'est une voix vivante, la voix du sentir, elle passe par le corps, donc évidemment le corps lui ne demande qu'à vivre. Et c'est ça. C'est ça, que c'est cette invitation de vous ne faites rien parce que le corps n'est pas là. C'est que nous étions occupés, j'étais occupée, j'ai fait une formation comme tous les psychologues, on a fait les formations qu'il faut, on est allé, ce qu'on appelle faire un travail sur soi. Et quand j'ai rencontré cette proposition qu'on m'a plongée dans le corps, d'abord, on m'a dit écoutez, arrêtez de parler des autres, commencez à vous intéresser profondément à vous, vous êtes un thérapeute, est-ce que vous vous êtes intéressé au thérapeute, que c'est un être humain, comment vous vous êtes intéressé à lui, à travers quel système, à travers quel regard vous avez, comment vous pouvez conseiller un couple si vous n'êtes pas en couple, comment vous pouvez conseiller quelqu'un qui a un souci avec son enfant si vous n'avez pas d'enfant. Enfin, c'était une mise à plat comme ça, très, très claire et très directe. Et la vivance du corps, quand on m'a donné les moyens de plonger dans le corps, de rencontrer un corps sentant et pas un corps pensant, c'était le thème de la conférence d'hier, de comment réaliser la présence d'un corps sentant en soi et de se rendre compte de la grande quantité des conneries remplies dans le cerveau qui lui fonctionne avec des choses trop vieilles, mortes, qui appartiennent au passé et que le corps demande quelque chose qui vient les nourrir tous les jours. Il est beaucoup moins compliqué le corps, c'est beaucoup plus simple. C'est un nettoyage, c'est un bouleversement pour les thérapeutes que nous sommes. C'est un bouleversement profond qui se manifeste très clairement ensuite en face des personnes que nous recevons, qu'on appelle les patients. En face de ces personnes, elles découvrent, les personnes qui viennent consulter à l'intérieur de la thérapie sensitive, consultent un espace de vivance en eux. Ils ne partent pas avec les idées d'un thérapeute. Ils sont plongés dans leur propre vie. Et c'est ça ça fait partie des grands bouleversements. Oui. Et Catherine, donc qui nous vient de Lyon. Alors pour moi, il y a eu un électrochoc quand j'ai entendu Louis Sansa dire que la souffrance était inutile. Je peux dire, je ne suis toujours pas remise. Je garde cet électrochoc très actif dans ma vie.
Et ça a été le début d'une aventure qui fait que je suis là aujourd'hui. Moi, j'étais formée à écouter la souffrance. Je faisais que ça. C'était mon métier de psychologue, psychothérapeute. Et je me chargeais de la souffrance pour rien, parce qu'en fait, ça ne changeait pas la vie des gens, ça ne changeait pas la situation des personnes que je rencontrais. Mais moi, par contre, j'étais très lourdement chargée. Et quand Louis Sanza a dit que la souffrance était inutile, et tout d'un coup, c'est comme si tout le socle sur lequel était fondée une raison psychologique, une raison psychanalytique tellement sèche, tellement aride, tout ça a été ébranlé, et cet ébranlement continue. C'est-à-dire de travailler d'une autre manière, permettant à des personnes, dès un premier rendez-vous, de quitter la souffrance, d'aller ailleurs et d'aller dans leur corps, dans un ailleurs si proche où la souffrance n'est pas. Pour moi, ça continue d'être quelque chose, une aventure, j'ai envie de dire, pour ma part, dans ma vie, c'est révolutionnaire. Très bien. Alors, d'où la thérapie sensitive. Oui. Alors, comment... parce que, bon, la thérapie sensitive, on va se dire, bon, on va avoir affaire aux êtres sensibles qui sentent quelque chose, qui ont des sensations. C'est quoi exactement ? Lorsque je suis partie de Valence, j'avais un cabinet à Valence, à Romans, je recevais des personnes où je cherchais déjà de les accompagner à partir de ce que je recevais, de ce que j'expérimentais venant du corps, d'être rencontré par son corps, d'arrêter d'aller rencontrer le corps, mais d'être rencontré par lui. C'est une aventure bouleversante qui change la totalité d'une vie, pas seulement la vie psychique, mais la vie émotionnelle, relationnelle, spirituelle, sexuelle. C'est un bouleversement total, c'est la naissance d'un corps en soi qui était abandonné et qui pourtant est à la disposition, je veux dire, de toutes les personnes qui ont un corps, c'est-à-dire nous. Et quand je suis partie à Paris pour la découverte de cette thérapie, parce que c'était plus commode, plus simple et nécessaire pour moi de me consacrer totalement à cette découverte. Quand je suis arrivée, j'ai parlé avec Louis Sanza, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je veux participer à créer cette thérapie. Il doit y avoir en Occident la présence thérapeutique de ce que vous proposez. Et il m'a dit « À partir de quoi vous allez le faire ?» J'ai dit « Écoutez, franchement, je ne sais pas, parce que tout ce que je connais, ça ne tient pas la route. Toutes les explications, les analyses, l'introspection, la maladie introspective des femmes, comment elles se regardent sans cesse avec une culpabilité monumentale, tout ça, je vois que personne ne s'est jamais occupé de ça. Comment il est possible de rencontrer une vie saine, c'est-à-dire bio, une bio dans la tête, pas bio dans les aliments seulement, bio dans la tête pour respirer bien, pour dormir bien, pour être heureux. Et il me disait, être heureux maintenant, mais si vous attendez, ce sera trop tard. Avec quoi je vais le faire ? J'ai dit, écoutez, vous m'avez donné la sensation du corps, vous m'avez donné des exercices, vous m'avez donné des éléments que j'ai explorés en moi. Il m'a dit, écoutez, mettez ça aussi en vous, de côté, et faites à partir de la naissance d'un corps en vous, un corps sentant, faites à partir de vous. Ne consultez personne, ne demandez à personne, ni à moi. Ah oui. Alors, d'où comment finalement le fait de devenir son propre thérapeute. La thérapie est née dans ce but, dans ce sens. Il m'a donné un accueil, une attention particulière, un souffle, une amitié profonde pour que naisse d'une essence féminine une proposition thérapeutique et non pas du logos, non pas de la pensée, les systèmes, la systémie, l'analyse transactionnelle, la PNL et tous les écoles multiples qui se font la guerre. Non, qu'ils naissent d'une partie, c'est-à-dire d'une partie féminine qui sera donnée avant les problèmes, qui sera donnée la thérapeutique. Oui. Alors, comment est-ce qu'un homme, justement, puisque Louis Sanza était un homme, bien sûr, arrive justement à faire découvrir aux femmes leur corps de femme ? Il est venu, cet homme de traditions différentes. C'est un homme de connaissances, un grand marcheur. Il a côtoyé beaucoup d'écoles de connaissances, mais il a donné à l'Europe une ouverture très particulière qui vient d'une tradition maya-toltèque. Et le côtoyant, il m'a poussé très intensément à regarder la vie féminine,
à m'intéresser de la vie féminine. Regardez dans quel état vous êtes, vous les femmes, en Europe, en Occident. Vous pensez? Il me disait, quand j'arrivais des fois à Paris, dommage, elle pense. Je disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais éveillez votre corps. Rendez-vous à l'intérieur de vous, rentrez. Le corps féminin contient un mystère que vous ignorez totalement. Vous avez un mystère à l'extérieur. On a privé l'être humain de son propre mystère à l'intérieur. Rentrez là, et vous, les femmes, vous allez trouver peut-être quelque chose. Et il a donné, pendant 20 ans, il a créé un espace pour le monde féminin, des réunions, des rendez-vous, dans lesquels il n'a donné aucun conseil. Il ne m'a donné non plus pour la thérapie il m'a demandé rien. Il m'a donné les moyens pour la trouver, en fait. Les moyens pour me laisser trouver en moi par une thérapeutique qui se révèle à chaque fois de façon différente. Il n'y a pas de système, elle n'est pas copiable. On peut l'entendre parler, et c'est pas parce qu'on l'entend parler qu'elle se réalise. Il faut la réaliser, créer une ouverture en dehors de la conscience. Oui, c'est toute une aventure. Alors finalement, vous perpétuez la voie du sentir de Louis Sanza, vous continuez à faire des conférences. Cette conférence d'hier soir, il y avait du monde. Comment est-ce que vous ressentez les personnes qui viennent à cette conférence? Elles sont en recherche de quoi? Il y a beaucoup de changements ces dernières années. Parce que j'ai accompagné Louis Sanza pendant des années en conférence. Il y avait au départ la curiosité, ensuite on recherche un monde spirituel, ensuite on recherche les moyens de solutionner sa vie. Et aujourd'hui, il y a une urgence. Il ne sait pas trouver un sens à la vie, parce que trouver un sens à la vie, c'est excessivement complexe. Et comment on peut trouver un sens? Mais rentrer pour trouver un sens à sa propre vie, il faut avoir les moyens, parce que mentalement, c'est-à-dire avec le cerveau qui pense tout le temps, qui a des problèmes, qui est occupé par l'existence, préoccupé par l'existence, lui, il ne peut pas faire le chemin du retour. Et le chemin du retour, c'est fait de façon sensitive. C'est ça que j'ai vu à Valence hier, des personnes qui viennent demander, j'ai compris tout ce qu'il faut faire, j'ai lu les livres, je sais ce qu'il faut faire, j'ai compris que la pensée, c'est-à-dire le foutoir qu'il y a dans le cerveau qui fonctionne 24 heures sur 24, me fait souffrir, mais je ne sais pas sortir. Donnez-moi les moyens pour sortir. C'est ça mon travail. Je n'ai pas créé la voie du sentir, je n'ai pas créé la thérapie sensitive. Je l'ai reçue, on me l'a donnée. On m'a donné sur la table une quantité immense de moyens. Mais ensuite, il faut les articuler dans notre Occident à nous, dans notre forme de pensée à nous. Ça, c'est mon travail, c'est ça mon rôle. Oui. Et ceux qui sont donc venus vous écouter hier, est-ce que vous pensez qu'ils sont, ce sont des personnes qui sont plus, qui sont à la recherche de l'expérience vécue et non plus d'apprendre dans les livres et tout ça? Bien sûr, ouais. Ça y est, le savoir, on est gavé alors. On est rempli comme des outres. Oui. Il y a tout. Il y a tout sur tout, il y a tout sur Internet, il y a tout. Oui. Mais rentrer ailleurs, il faut plonger ailleurs, dans une autre vie. Et cette autre vie, elle est sensitive. Le corps est inconnu. Et pour le coup, quand vous dites plonger, c'est vraiment ça. C'est plonger. C'est plonger, parce que c'est un monde qui est éminemment humide. Oui. Tout à fait, par rapport justement peut-être... À la sécheresse du mental. Exactement. Donc c'est un nouveau monde. Oui, il faut créer un nouveau monde, rentrer à l'intérieur. J'aime beaucoup le monde, le langage du monde du dedans. Rentrer dans le dedans. Voilà. Trouver sa terre. On va écouter un petit peu de musique, après on reprendra cette discussion.
Vous écoutez À l'ombre de la patience des anciens, une émission proposée sur Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com. C'est tous les samedis à partir de 11h et le vendredi à 17h. Alors donc je suis en compagnie de thérapeutes de la voix sensitive de Paris, de Genève, de Lyon et puis de Montpellier avec Sylvie Andreu. Sylvie Andreu donc qui a donné une conférence hier soir, mais ça c'est déjà du passé. On est aujourd'hui donc samedi matin. Nous avons parlé tout à l'heure en aparté justement de cette conférence et vous avez fait vous avez dit qu'il y avait eu beaucoup d'attention lors de cette conférence. Et l'attention et la tension, justement, que nous vivons à l'heure actuelle dans le monde. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ces deux, l'attention et la tension ? L'attention, comme on dit, oui. C'est une étude faite pendant toutes ces années que on ignore, les thérapeutes ignorent souvent qu'est-ce que c'est l'attention. On est tellement occupé avec la pensée, les systèmes, la pensée associative, enfin tout ça, que l'attention, c'est une énergie et elle est volée sans cesse par les préoccupations, par le stress, le fait de penser tous les jours à ce qu'on fera demain ou d'éplucher les carottes et penser à la grand-mère et au grand-père en même temps. Et être un connaisseur de l'attention, de son attention, sans être tendu, c'est une découverte pour les personnes qui explorent la vie sensitive. De vivre avec une attention dirigée, c'est tout un travail très simple, c'est comme débrancher une prise d'un ordinateur pour la mettre ailleurs. Oui. C'est un travail très simple, un intérêt très grand, et pour les thérapeutes qui rencontrent des personnes sous traitement, sous anxiolytiques, et pour les accompagner, pour qu'ils non pas arrêtent les traitements, mais qu'à côté, ils soient soulagés d'une pression que le mental fait subir par le fait qu'ils volent toute notre attention et qu'ils nous racontent de tas d'histoires, que nous sommes nuls, incapables, malheureux, seuls, et qu'il nous raconte sans cesse une histoire redoutablement sordide. Il faut le priver de nourriture, pas lutter contre lui et mettre l'attention ailleurs, une attention sensitive, parce que là, il y a une vie délectable. Oui. Alors en matière de psychologie, c'est vrai que on n'était pas habitué avant à ce que, par exemple, les thérapeutes parlent de chakras ou de choses comme ça. Mmh. Et maintenant, c'est quelque chose qui, de plus en plus, vient au grand jour sans, sans peur de tomber dans des extrémismes ou des choses qui viendraient d'ailleurs, qui seraient un peu bizarres et tout ça. Oui, les chakras, ils sont connus en médecine chinoise. Oui. Ce sont des sources énergétiques, ce sont des centres énergétiques dans le corps. Et les rencontrer, c'est découvrir une vie charnelle et une vie consultative qu'on peut consulter, avec lesquelles on peut avoir une relation. Être en relation avec son corps, c'est une découverte. Là, il n'y a personne qui peut vous dire comment vous pensez. Personne ne peut conditionner personne. Il n'y a personne qui rentre dans le sentir de quelqu'un. Quand j'ai reçu la sensation du corps, on m'a dit de toute façon, je ne peux pas savoir comment vous sentez. Je ne peux pas savoir ce que vous sentez, vous pouvez me le dire. Vous sentez les goûts du café, vous sentez les goûts d'un baiser, vous sentez l'air sur la peau, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais quand je vous écoute, je ne peux pas savoir ce que vous sentez. C'est pour ça que la voix du sentir est une voix délicieuse et précieuse, parce que personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. D'accord. Oui. C'est votre corps, c'est les contacts avec votre corps. Il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur, et lui, il est abandonné, et le corps est abandonné. Rencontrer cette terre-là, c'est comme une racine, comme une ancre. Et rencontrer cette ancre, être ensuite rencontré par elle, parce que peut-être le corps a des choses à dire sur la vie, puisque c'est lui qui vit. Et ensuite, vous parlez dans un petit livre bleu, là, que j'ai sous la main, vous parlez aussi des anges gardiens.
Pour vous, c'est quoi l'ange gardien ? L'ange gardien, c'est la prudence, par exemple. C'est la patience d'avoir dans sa vie un ange qui s'appelle la prudence. C'est précieux. Un ange qui s'appelle la patience, c'est fabuleux. Et vous l'appelez dans votre jingle, qu'il y a la patience. Oui. Et ce sont des anges. Si vous appelez, vous pouvez faire vivre la joie en vous. Si vous n'y a pas de joie, c'est ça. Donner un sens à sa vie, c'est décider avec quoi vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans la solitude la plus grande et séparé du monde, séparé de l'air, séparé de la lumière, des arbres, des animaux, ou bien vous voulez vivre en bonne compagnie, dans une solitude, disait Louis Sanza, est-ce que vous voulez vivre dans une solitude accompagnée ? Et les anges, c'est ça, c'est la patience, la joie. Vous faites vivre la joie, la tendresse, immensément nécessaire de savoir vivre avec la tendresse. Arrêtez de demander toujours d'être aimé par quelqu'un qui n'a pas le temps d'aimer ou qui ne sait pas aimer, de commencer à faire graviter l'amour en soi, de faire graviter la tendresse. Tout ça, c'est ça, vivre avec des anges gardiens, des anges qui gardent la vie humaine. Oui, et alors vous dites, moi ça j'ai beaucoup aimé, ce sont des travailleurs infatigables. C'est ça. Ils sont des travailleurs infatigables. Quand j'ai reçu un langage, reçu une vie pleine de délices, quand le corps, vous sentez que le corps est là, qu'il vient vous voir, qu'il manifeste sa présence à travers l'éveil qu'il fait du corps, que c'est pas vous qui l'éveillez, mais que la sensation vient, et qu'il donne sans cesse un amour immense. Le corps est un réservoir d'amour colossal. Et ces lieux de consultation, qu'on appelle les chakras, qui sont des lieux de force, ils protègent la vie, ils accompagnent la vie humaine, et ils sont méconnus. Ils sont connus ils sont connus dans l'Inde pour la spiritualité, ils sont connus dans l'hermétisme chrétien pour la santé, et dans le monde des Naguals, le monde des chamans que j'ai rencontré, c'est-à-dire le monde des chamans qui est donné à l'Occident, c'est-à-dire sans folklore, sans drogue, sans toutes les histoires des rituels dans les bois ou je ne sais quoi, ou Sweet Lodge. Non, arrêtez de vouloir être purifié, on est comme on est, et faire une rencontre avec soi dans ces lieux qui sont des lieux. Les mains aussi contiennent quelque chose de spécial, les pieds contiennent quelque chose de spécial. Et dans le dos, il y a des lignes de force qui sont ce qu'on appelle les chakras. Et on me les a donnés de façon très féminine, très sensitive. Ce sont des bonnes compagnies. Ils aident dans la vie la plus ordinaire qui soit, quand il y a un problème de couple, quand il y a un problème avec un enfant, quand il y a le choix d'un travail. Le corps est d'une générosité grande. Et il a des réponses. Oui, et alors vous dites aussi que l'esprit réside dans le corps. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Reste à savoir dans quelle partie du corps il réside, l'esprit. L'esprit du corps, ça c'est ce que Louis Sanza a nommé. Il a donné beaucoup d'aspects de la vie sensitive qu'il faut découvrir. Et il y a un aspect tellement étonnant qui s'appelle l'esprit du corps. Comment on ne peut pas imaginer... J'ai appris la peinture, j'ai reçu la peinture avec Louis Sanza, et il m'a montré un jour quelque chose. Il y a une phrase qui est « On ne regarde pas la signature d'un tableau, on regarde la mémoire qu'il contient ». Quand le peintre peint, il laisse sa trace, il laisse la mémoire de lui dans le tableau, pas la signature passe, ça n'a aucun intérêt. Mais la mémoire reste, et on peut la capter. Et la même chose pour la vie humaine. Je me suis dit, mais peut-être il y a une trace en moi, une mémoire en moi, de ce qu'on appelle le principe créateur des mondes à laisser en moi. Alors, pourquoi je l'ignore ? Et je suis attachée à croire à celui qui me raconte une vie assez terrible dans ma tête. Oui, alors il y a l'esprit donc du corps développé dont parle Louis Sanza et dont vous parlez aussi dans vos livres, mais il y a aussi l'esprit de corps du collège des thérapies sensitives. Oui, absolument. Mesdames, qu'est-ce que vous pouvez en dire justement de cet esprit de corps ? En tout cas, c'est vrai que le collège, c'est un corps qui contient une thérapie, et c'est un corps aussi qui contient un actif. Le collège est un lieu où s'expérimente la thérapie sensitive, c'est-à-dire ce que chaque
chaque thérapeute vit dans son cabinet, mais aussi vit dans sa vie propre, parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. C'est pas être thérapeute dans un cabinet, c'est être thérapeute tout le temps, c'est-à-dire être thérapeute dans sa vie. Et quand nous nous retrouvons, parce que nous nous retrouvons régulièrement, c'est avec ces explorations que nous vivons, et celles que nous vivons aussi quand nous nous retrouvons autour de Sylvie Andreu. C'est à ce moment-là que s'élabore et continue à s'élaborer cette thérapie sensitive qui s'élabore, je dirais, elle a un début, mais elle n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système, à chaque fois c'est nouveau, c'est à chaque fois une relation, des occasions de rencontre, il n'y a aucune répétition. Et ce travail du collège, c'est un travail, on peut dire, joyeusement de pionnier. Voilà, on avance ensemble, et il y a aussi un aspect qui est l'aspect d'une veille, parce qu'en fait, on vit quand même dans un monde qui est un peu difficile, c'est-à-dire que en France, tout le monde sait tout le monde connaît tout le monde a tout fait, et ce travail de la thérapie sensitive a aussi besoin d'une protection. Cette protection, c'est que Louis Sanza a introduit en Europe la sensation du corps, et c'est quelque chose qui ne peut, qui est unique, voilà. Et c'est important aussi de veiller à ce que ce travail et cette proposition gardent toute sa force, voilà. Très bien, merci. Alors je me suis permis de parler de cet esprit de corps parce que je le ressens. Quand je vous vois, donc, vous êtes venus aujourd'hui, toutes les quatre, ça se sent qu'il y a quelque chose, justement, par rapport à cet esprit du corps et du collège. Mireille. Oui, pour moi, c'est une gamme, monsieur. C'est une gamme unique que j'expérimente à chaque temps de rencontre, à Paris, dans les séminaires. Pas seulement, moi aussi chez moi. Et c'est quelque chose qui est peut-être plus facile pour quand je suis dans le contact direct. Je dirais ça. C'est une gamme unique. Il y a... ce sont pour moi des temps qui sont des temps de... Je dirais à la fois des temps où la captation que je vais faire et que je vis, de ce que j'entends, de ce que j'entends dans la parole, par exemple, de Sylvie, quand nous sommes à Paris pour la formation. Ce sont des temps de captation que je ne m'explique pas, évidemment. Et en même temps, il y a tout un espace qui est créé. C'est une gamme. Ce sont des gammes, je dirais là. Voilà. Merci. Et Nadine? Alors pour moi, c'est surtout un lieu d'apprentissage. J'y apprends de façon non livresque. J'apprends la relation, j'apprends l'amitié, une amitié qui n'est pas sociale, je dirais, qui ne laisse pas entrer la familiarité. Une amitié, un lieu où il ne règne pas la compétition, un lieu, un espace très particulier que je retrouve à chaque déplacement avec toujours la même émotion et la même joie, parce que c'est un espace où s'élabore un travail, où nous avons quelque chose à faire autour de Sylvie Andreu. Et ce que je peux dire, c'est que ce travail me rend très, très heureuse dans ma vie de femme, dans ma vie de thérapeute, et que grâce à ce travail, j'ai pu réviser beaucoup de choses de ma vie. Oui, alors... vous avez donc rencontré La Voix du Sentir, vous avez rencontré Louis Sanza, vous avez rencontré Sylvie Andreu. Avant, vous étiez toutes déjà dans la relation d'aide en psychologie Ben, nous étions, psychothérapeutes, psychologues, bien sûr, oui. Oui, d'accord. Les gens qui viennent vous voir, donc... comment est-ce que vous abordez avec eux la thérapie sensitive? Les patients ne viennent pas chercher la thérapie sensitive parce qu'ils ne la connaissent pas, pour la plupart. Mais ils arrivent chargés, ils arrivent avec des peurs, des souffrances, puisque nous vivons dans un contexte qui n'est pas facile.
Et voilà. Et donc, ils viennent chercher une réponse qui soit autre, sûrement que peut-être celle qu'ils ont connue jusque-là, dans un monde ancien. Les souffrances sont différentes aujourd'hui. Il faut les aborder de façon différente. Voilà. Et donc, après, la thérapie, c'est un processus. Ces personnes sont sorties très vite. Quelquefois, à la première séance de la peur, on m'a appris qu'on ne pouvait rien faire avec une personne qui était dans la peur. Et ensuite, petit à petit, éveillant leur propre corps, le travail du thérapeute, pour moi, c'est d'amener les personnes à leur propre corps, moi-même étant plongée dans le mien. Et voilà, là se trouvent les réponses. Alors, on est là pour parler de la thérapie sensitive, mais la thérapie sensitive, bien que j'aime pas trop ce nom, est un outil, mais dans vos relations d'aide, est-ce que vous avez d'autres moyens d'aider les gens que la thérapie sensitive ? Non, la thérapie sensitive, il faut regarder que on s'est posé la question il y a une vingtaine d'années, et quand on a commencé, on ne connaissait rien de ce monde. Et nous sommes rentrés par une proposition, par une porte qui, pour une fois, n'était pas la raison, le mental, la compréhension et l'accumulation. C'est-à-dire que nous venions avec des caddies, disait cet homme, Louis Sanza. Il disait, vous venez chercher des moyens pour augmenter votre arsenal thérapeutique. Et vous n'avez aucune idée qu'est-ce qu'un être humain. Vous n'avez rencontré même pas l'humain en vous. Vous êtes en train d'être en passe d'être humain, c'est-à-dire en passage pour être humain. Et vous avez dans votre cerveau une accumulation de choses profondément non nécessaires, inutiles et souvent préjudiciables et qui fait souffrir les gens. J'aime beaucoup cette phrase de Malraux qui a dit « La psychologie a introduit les démons dans l'être humain, il va falloir au XXIe siècle qu'il introduise les dieux ». Et nous nous sommes pris la responsabilité, les femmes thérapeutes qui sont ici, les amis qui sont ici, de réintroduire les dieux et les déesses dans la thérapie sensitive, de réintroduire une noblesse, un rang dans le thérapeute et dans les patients pour rendre la vie humaine respectable et digne, pas rangée à l'intérieur d'un système ou d'une compréhension ou d'une histoire. Les personnes qui viennent consulter, les thérapeutes les gens qui nous rencontrent à nous, ils rencontrent des thérapeutes qui ne vont pas faire de l'histoire un profit ou un moyen d'entrer dans la vie de l'autre. C'est-à-dire que l'histoire personnelle n'intéresse personne. L'histoire personnelle, comme son nom l'indique, elle est personnelle. Et si elle est le lieu de souffrance, il faut savoir évacuer cette souffrance. Mais la raconter ne sert à rien. Et la première chose qui a été suggérée aux thérapeutes, c'est arrêter d'écouter l'histoire personnelle parce que les gens ont marre d'aller voir les thérapeutes et de raconter leur petite enfance. Parce qu'aujourd'hui, on ne souffre pas à cause de ses parents, on souffre parce que dehors, c'est invivable. Voilà. Bon, c'était pour plus de précision, justement, savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur des cabinets de thérapie sensitive. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Je vous remercie. On va écouter un deuxième titre musical et puis ensuite on ira tout doucement vers la fin de cette émission pour ce samedi matin.
Voilà, superbe musique très dynamique de Nigel Kennedy dans cette émission à l'ombre de la patience des anciens avec le collège de thérapie sensitive de Paris. Oui, tiens, pourquoi vous faites Paris ? Parce qu'il est né à Paris. Oui. Parce que la thérapie est née à Paris. Ah, comme moi, quoi, finalement. Ouais. Parfait. Voilà. Parce que c'est le cœur de l'Europe. C'est ça que c'est magnifique. C'est dans le cœur de l'Europe qu'est née une thérapie différente. Oui, vous étiez à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vu les inondations de la Seine, oui. Bien sûr. Je suis allée voir cette grande dame qui déborde presque. Oui. Ah, bon, revenons un petit peu à l'émission avec La Voix du Sentir qui est perpétuée par Sylvie Andreu et puis ses collègues du collège. On peut dire comme ça, et qui forme un esprit de corps. J'ai envie de poser une petite question, parce que je suis un homme, mais je vois que des femmes. Vous avez des hommes dans la thérapie sensitive qui sont thérapeutes ? Oui, bien sûr. Oui. Ils respectent quelque chose que peut-être je leur suis, par amitié, je reconnais ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils sont en situation de faire passer une autre version en eux aussi. C'est-à-dire que l'homme habitué à être le premier avec sa conscience, avec ses concepts, même avec son savoir, et ce qui a été provoqué par cet espace thérapeutique, par le cercle des femmes à Paris, c'est que d'un coup, par la nécessité du monde, les femmes avancent, créent et génèrent un autre monde. Et les hommes que nous côtoyons à Paris, qui viennent de Genève et de France et de Bruxelles, ils sont en train de se laisser imprégner dans le contact avec les femmes thérapeutes. Ça, c'est la voix des naguals, c'est-à-dire ils savent faire des choses, c'est-à-dire faire passer les informations d'une autre manière qu'à travers le cerveau, à travers la présence du corps et la capillarité de la peau, la capillarité du corps. Et les hommes sont des amis, sont en train d'accepter, c'est long, c'est complexe, mais ils se laissent apprendre. Et c'est nouveau un peu ça. Oui, d'accord, très bien. C'est intéressant justement cette voix, peut-être un petit peu déconcertante au début pour les hommes, mais finalement tout à fait enrichissante, certainement, au niveau de l'intérieur. Oui, que l'homme a besoin justement de rentrer à l'intérieur et peut-être il va rencontrer ce qu'il appelle, lui, la partie féminine dont je ne parle jamais puisque c'est la partie féminine de l'homme et que l'homme parle de lui et la femme parle d'elle pour une fois que ça ne se chevauche pas, que l'un ne dise pas à l'autre ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Hein. Et que les hommes sont en train comme les peintres, comme les musiciens, comme les créateurs, les artistes, ils s'appuient dans la partie féminine à l'intérieur d'eux, mais cette partie féminine n'est pas la femme. Que la femme puisse donner son essence, sa version, sa structure, ses fondements, qui ne sont pas nécessairement les mêmes et certainement pas les mêmes. Oui, d'accord. Alors, donc, vous êtes venue en tant que pionnière de ce collège de thérapie sensitive de Paris. Mais il n'y a pas que justement ce côté allez, on y va. Il y a aussi les réjouissances. Les réjouissances ensuite, c'est-à-dire que l'histoire continue sur Valence aujourd'hui avec un repas que vous allez vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont venir à la table des Jeannes, c'est bien ça ? Rue du Général Faure à Valence, si vous voulez. On me donne la carte, la table des Jeannes, oui c'est ça, 17 rue Général Faure à Valence. Voilà, donc tout va continuer dans une convivialité et finalement des réjouissances. Oui, mais bien sûr, c'est une voie généreuse. Et elle est délicieuse, c'est rencontrer la vie du corps, il ne se fait pas dans l'ascèse, il se fait dans l'ascèse du mental, c'est tout. Des problèmes et de la polémique. Mais la vie du corps, non, pendant qu'on mange, on n'a pas de problème.
C'est bien. C'est vrai. Oui, on pense à rien d'autre. Hein. À rien d'autre. Surtout quand c'est bon. Donc ensuite, on peut parler, c'est-à-dire je ne m'arrête pas à la vie gustative. Seulement de la nourriture du corps, il faut donner au corps, donner à l'être humain, donner à son cœur, donner à sa mémoire, à son âme. Il faut lui donner une autre nourriture. Oui. Et on va continuer cet après-midi. Alors après, La Voix du Sentir, donc vous avez écrit il y a 2 ans, hein, c'est bien ça, et pour lequel vous étiez venu déjà pour le présenter à Radio Méga à Valence, et puis vous aviez fait une conférence aussi. Oui. Un nouveau livre en préparation, Sylvie ? Oui, il y a 2 livres en préparation en fait. Oui. Il y a un livre qui concerne le travail des thérapeutes que nous sommes. Nous sommes en train de relater plus en avant, j'ai commencé à le relater dans le livre que j'ai écrit, La Voix du Sentir, et nous sommes en train d'écrire dans le plan thérapeutique un livre qui va avancer plus et donner une ouverture pour les personnes thérapeutes ou les patients ou les personnes d'une vie ordinaire qui ont besoin de rencontrer ce monde. Et puis l'autre livre, donc ce sont 2 livres, qui parlera plus de la rencontre du féminin. Merci beaucoup de votre présence et puis bonne continuation donc à La Voix du Sentir et puis au Collège de thérapie sensitive de Paris. Merci à vous. Merci à vous. Thank you.